Il y a beaucoup de monde. Bah écoute, c'est pas tous les jours qu'on a notre alliance qui est là. Bah ouais, bon, la petite histoire, pourquoi vous voyez filmer, puis on va faire passer pour brider un peu la glace, le téléphone entre vous. Et notre ami Ange, et malgré qu'il soit entre la vie et la mort, il m'a téléphoné cette semaine, il dit, premièrement, n'oublie pas que tu as assisté avec Franco. Et là, j'étais comme Ange, franchement, tu es à l'hôpital et tu penses encore à ça. Et là, vous le connaissez plus que moi, mais quand il commence à être grognon, c'est qu'il va mieux. Donc j'étais comme super Ange, je suis content que finalement tu penses que... Bon. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci. Merci. Je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là aussi ce soir. Donc vraiment, bonjour. Bravo d'être venus ce soir pour notre conférence avec Antoine. Juste rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Francogénie, donc la mission de Francogénie, c'est d'accueillir et d'aider à l'intégration des ingénieurs immigrés. Donc je fais très rapide parce qu'on va y aller. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a beaucoup de bénévoles de Francogénie ici. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'intégration, les visas, l'immigration, etc., n'hésitez pas à venir nous voir après la conférence. Et donc, oui, très contente de recevoir Antoine ce soir. Merci beaucoup d'avoir proposé de venir. C'est grâce à Ange. C'est grâce à Ange. C'est grâce à Ange. Il y a 2 semaines. Alors, Ange est avec moi il y a 2 semaines. Alors, Ange dans le site web Santé Numérique Sans Frontières. Et il me dit, oh, bah, écoute, regarde, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 mois, personne que tu devrais présenter quelque chose. Je dis, Banco. Alors, moi, je suis Darwin Bonneman. Je suis le fondateur et le président de Santé Numérique Sans Frontières. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On aide les gens à se soigner avec un smartphone. Ah oui, c'est possible. Et en plus, gratuitement et partout à travers le monde. Donc, Ange me dit, bah, écoute Antoine, qu'est-ce que tu fais de mieux dans la vie? Et je l'ai vu, le G, quand même, quelques années, c'est derrière moi. Ce qu'on a besoin aujourd'hui de savoir-faire, c'est de savoir se présenter. Alors, je sais que ce soir, on est relativement nombreux, mais on va faire une petite expérience de débuter. Moi, par exemple, il est arrivé vendredi dernier, il me présente personne qui était comme pour le coup extrêmement emballée par la santé numérique. Mais elle a commencé à me parler. Ça s'arrêtait pas. Et elle ne comprenait pas dans mon langage que j'étais plus réceptif à pouvoir l'écouter et que derrière, ça presque ça était malaisant. Mais par contre, elle adorait encore une fois expliquer. Vous savez que c'est comme la confiture, moins la connaissance, moins on en a, plus on les fait. C'était un peu la même chose. Et je suis sûr, parmi vous, d'ailleurs, tout à l'heure Jean-Jacques m'a dit, oh ben moi j'ai travaillé avec des psychologues toute ma vie. Donc vous avez aussi des façons pour pouvoir observer et savoir si la personne, quelque part, comprend que vous êtes dans un dialogue ou au contraire, elle est juste là pour vous chercher quelque chose et que c'est dommage, mais ça ira pas très loin. En Amérique du Nord, cette perception-là, au départ, alors, à main levée, j'aimerais savoir qui a une expérience de start-upper, du genre qui ont travaillé dans des compagnies en développement from scratch. N'hésitez pas à me dire. Alors, oui. 2, 3, 4, 5. La start-up, on apprend une chose, c'est que finalement, c'est un peu comme quand vous avez une relation, vous rencontrez une jeune fille, vous ne pouvez pas tout de suite lui demander
Écoute, ce soir, tu es magnifique. Est-ce que tu voudrais faire le sport avec moi? Il manque beaucoup d'étapes pour pouvoir arriver à comprendre. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans la communication et la présentation, et surtout la première présentation, la première fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est capital. Pourquoi? Parce que, on vous le dit, il est difficile de faire une deuxième fois une bonne première impression. La première impression, quelque part, c'est là où vous allez pouvoir créer votre crédibilité. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, on va travailler ensemble, parce que bien évidemment, il y a une petite partie atelier après, c'est simplement de dire bonjour, je suis là, vous présentez votre prénom, j'ai Y, donc les personnes qui c'est à faire, c'est. Et l'expérience, on va la commencer assez rapidement, comme ça on va aller dans le vif du sujet. Vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que l'erreur numéro 1 en communication, on se parle à soi-même. On a toujours l'impression finalement que les gens sont connectés à nous et que par rapport à nos vocabulaires, par rapport à ce que l'on va émaner comme information, on se dit tiens, la personne a compris, puis on est connecté. Et je vais vous faire une expérience. Tout de suite, les gens qui le veulent bien vont faire cet exercice et vous allez vous voir que les personnes qui ont un dénominateur commun d'ingénieur, parce qu'on va avoir utilisé tel mot, vont se comprendre immédiatement. Mais beaucoup d'autres, par exemple, qui n'ont pas cette même background, vont se dire, mais attendez, moi j'ai rien compris de ce que vous m'avez dit. Puis, encore une fois, la personne qui va comme expliquer qui elle est ne va jamais se douter que peut-être que l'autre n'a pas compris son message. Et pourtant, c'est 3 phrases. Bonjour, je suis X, j'aide Y à faire Z. 30 secondes. Et dans ces 30 secondes, il y a des gens qui vont vous dire, bah, je suis désolé, mais je n'ai pas compris. Et là, ce que j'aimerais qu'on fasse tout de suite, alors là, c'est le calme absolu. Très difficile de briser la glace pour essayer que quelqu'un va essayer, je ne sais pas, je vais en prendre un au hasard, et puis c'est pas grave. L'impression que vous allez avoir, c'est très bien. Je vais m'expliquer donc dans mon message, il y a des gens que je ne connais pas, donc je vais essayer d'être le plus, j'ai envie de dire, avec des mots les plus faciles à comprendre et le plus général pour que finalement on puisse vous comprendre. Et après, je vous expliquerai quelles sont dans une stratégie de communication les choses importantes à ce que vous reteniez lorsque vous allez vous présenter. Donc aujourd'hui, tout de suite, maintenant, faites des erreurs. Après, je vais vous expliquer un petit truc pour que finalement, vous puissiez gagner en crédibilité. Alors, qui c'est qui veut briser la glace tout de suite? Vas-y. Bon, t'es bientôt retraité, c'est ça? Hein? T'es bientôt retraité? Ah, bon, c'est pas sympa de nous dire ça. Ah, tu as vu les cheveux blancs, tu t'es dit, il est retraité, quoi. Alors ça, c'est mal parti. Là. Moi, je suis pas du tout là. Je l'ai perdu. Donc, je mets en fait face à tout le monde, hein, ça. Vas-y, lève-toi. Donc, je mets là. Vas-y. Donc, bonjour, je suis Guy et j'aide Gilles à faire de l'analyse de tests d'eau. Simple, concret, ouais. Clair. Alors, j'aide Gilles à faire des analyses de tests d'eau. D'accord. Ce qui veut dire que aujourd'hui, est-ce que c'est un poste technique? Dans quelle boîte je te case? Parce que j'aimerais vous mettre un peu au courant. Alors, là, j'ai pris un exemple, en fait, parce que c'est pas du tout mon domaine. D'accord. Je sais dans quel domaine, en fait, il travaille. Donc, lui, il travaille, en fait, au ministère de l'Environnement. D'accord, il est spécialiste, en fait, en analyse, justement, d'eau. Et il travaille, en fait, sur l'aspect législatif. D'accord? C'est ça, en fait. Donc, il s'est mis vraiment proche de moi. Je suis très proche de lui parce que c'est l'aide. D'accord. Sauf que tu as un ami et tu as une salle de 20 personnes qui ne te connaissent pas. Et là, ce qui serait intéressant, c'est dans le message que tu as communiqué à tout le monde,
qui a compris ce qu'il fait vraiment? Bon, la personne qui a levé la main. Donc, il y a sujet à améliorer. C'est-à-dire que le peu qu'on en connaît, c'est qu'effectivement, c'est un peu bizarre comme, comme présentation, mais je savais qu'ils se connaissaient. Donc, on a des questions. Est-ce qu'on peut poser des questions avant de faire l'exercice? Allez, vas-y. Ok. Quand tu dis je suis, j'ai l'affaire, on se met dans quel mode? Mode professionnel, mode personnel, mode amitié? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on tu nous laisses libre? Ça, c'est une super, super question. Parce que ça répond, je vais vous répondre ce que moi, je voulais justement vous amener ensuite. C'est que, évidemment, lorsque on rencontre quelqu'un, on ne sait pas forcément le contexte dans lequel on va le rencontrer. Notre cerveau a besoin d'une chose. Il a besoin de mettre des étiquettes pour savoir de quoi on parle. On dresse la table avant même de pouvoir décrire l'assiette. Et 3/4 d'entre vous, s'il avait fait l'exercice, m'auraient décrit l'assiette sans avoir décrit la table où on s'assoit. Et donc, la bonne réponse, est-ce que je vais vous dire ici, il y en a une bonne. C'est que, en réalité, lorsque tu ne connais pas la personne et que c'est dans un contexte qui est comme très général, tu essaies d'y aller finalement avec une information générale, mais de ne pas t'étaler finalement dans les choses pointues. T'attends la personne qui s'intéresse à toi pour pouvoir aller sur les sujets qui pourraient l'intéresser. Par contre, si tu es dans un rendez-vous dont tu connais ton interlocuteur, parce que tu l'as vu sur LinkedIn, et là, à ce moment-là, tu sais que ta préparation, elle est complètement différente. Tu dois comme avoir une stratégie pour pouvoir te présenter à elle et avoir finalement quelque chose de percutant et d'intéressant à vous dire ensemble. Donc, la réponse, c'est aujourd'hui, on ne se connaît pas tous individuellement, donc la présentation doit être de type général. Peut-être que tu as un gars qui est comme aussi important que Bill Gates, qui est assis à côté de toi, tu ne le sais pas, mais que tu veux qu'en 30 secondes, il ait capté l'intérêt que tu puisses lui dire, écoute, j'adore ce que tu fais, tu m'en parlais plus. Et c'est ça qu'on veut provoquer aux gens. La deuxième chose que je vais vous révéler comme astuce, c'est que lorsqu'on travaille en communication, moi, comme je travaille avec beaucoup les présentations de mon ONG ou quoi que ce soit, j'ai appris une chose. C'est que si je veux être percutant avec mon auditoire, je dois être structuré. Parce que, en tant que professionnel, la première chose sur laquelle vous allez me juger, c'est sur ma crédibilité. Donc, mon message, dans ma tête, il est très, très, très linéaire. Par contre, si vous me connaissez dans la vie privée, je suis une boule d'énergie, je vais dans toutes les directions, mais ma communication, lorsque je veux paraître crédible, elle est linéaire pour que justement, elle soit adaptée à vous, pour que vous puissiez comprendre. Bah, écoute, c'est pour ça que quand je vous ai dit, je suis docteur Antoine Lemoine, le docteur, il n'est pas là pour faire n'importe quoi, il est juste pour vous dire, j'ai de la crédibilité. Je suis aussi partenaire et président d'une ONG, c'est pour vous donner l'information que dans le contexte, je fais de l'humanitaire, je fais de la santé et aussi également, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'aide les gens à se soigner grâce à un smartphone. Oh, tiens, c'est intéressant. Le mec, il fait de l'humanitaire et puis là, il fait des devices pour pouvoir se soigner avec un téléphone partout dans le monde et d'une façon gratuite. Mais comment il fait ça? Et là, moi, mon but, c'est je me tais. J'en dis pas plus. Parce que ce que je veux susciter en vous, c'est l'intérêt. Et là, vous allez venir me voir tout à l'heure en disant, hey, Antoine, moi, j'aimerais bien que tu m'expliques. Et là, on passe dans une deuxième étape. La première étape qu'on va faire tout de suite, ça s'appelle l'attraction. C'est le moment où vous allez pouvoir discuter avec la personne juste pour créer la petite étincelle et dire, tiens, moi, j'ai un intérêt intellectuel à pouvoir discuter après. Mais il ne faut jamais trop en dire à ce moment-là. Deuxième étape, c'est la collection. C'est là où vous venez vers moi, me dire, écoutez,
passe-moi ton LinkedIn, ça m'intéresse. La dernière étape, c'est de pouvoir justement convertir. C'est-à-dire, je vais vous avoir dit peut-être, on appelle ça un call to action, quelque chose que j'aimerais bien que vous puissiez faire ou qu'on puisse faire ensemble. Et là, finalement, il y a un consentement pour pouvoir travailler ensemble. L'exercice qu'on va refaire tout de suite, et on va continuer, c'est simplement, vous êtes dans un contexte, peut-être pas ceux qui se sentent confortables. On va simplement faire en sorte que les gens ne vous connaissent pas, mais que vous soyez capable de donner les briques pour pouvoir que les gens, d'une façon générale, sachent d'où vous venez, quels sont les éléments qui permettent une bonne compréhension de mettre la table, et rapidement donner un petit peu quelques détails sur l'assiette sur laquelle on va manger tous ensemble. Donc, est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui veut s'y prêter? Ouais. Je peux y aller, hein, parce que je suis parmi les autres. Donc, je suis Olivier, je vais rester sur le milieu professionnel et pas franco-génie seulement. Donc, je suis consultant en crédit d'impôt et R&D, j'appelle ça conseiller fiscalo-scientifique. J'aide en fait les chercheurs en R&D à financer et à clarifier leurs idées, une forme d'avocat scientifique vis-à-vis de l'avocat. Bien. Alors, est-ce que tout le monde a compris le message? Est-ce que pour vous, ça vous a été clair? Et si jamais vous auriez besoin des services d'un conseiller scientifique, est-ce que vous seriez prêt finalement à dire, tiens, j'ai vu qu'à Franco-Génie, j'ai entendu quelqu'un qui travaille justement sur cet aspect-là. C'est ça que l'on veut réussir ce soir à faire tous ensemble, que pendant les 20 premières secondes, les gens puissent se dire, j'ai entendu quelqu'un qui avait ça comme compétence, il m'intéresse. On ne sait jamais comment la vie va se goupiller. Mais c'est ça le réseau en Amérique du Nord. C'est de pouvoir savoir rapidement où on peut comme rencontrer des personnes avec certaines compétences, mais sans aller vous vendre à expliquer en large, en long et en travers vos compétences. Parce que si vous le faites en entrée de jeu, c'est que c'est mal barré. Quelqu'un d'autre, allez-y. Allez. Bon. Si, J'aurais voulu noter ma phrase parce que j'en avais... mais oui. S'il y a quelqu'un qui veut mettre sur son téléphone ou qui veut noter, allez-y. Je vais essayer comme ça. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Christophe Forgeret, je suis directeur au développement des affaires pour Trisotech. Moi, mon travail, c'est d'aider les directeurs d'ingénierie dans leurs principaux problèmes dans la vie. Voilà. Alors ça s'appelle un hook. Ça veut dire que j'attends. S'il te plaît. C'est ça que tu voulais? S'il te plaît. C'est excellent. Parce que finalement, c'est là où tu engages la discussion. C'est peut-être pas la première fois que tu fais ça, mais quand tu es avec un client... Je pense pas en tout cas. Je pense pas non plus. Mais quand tu es avec un client... Disons, quand il commence avec je suis directeur commercial... c'est ça déjà, ça te passe pas mal. Je sais pas ce que je fais là, si jamais... Ça te met dans une boîte un peu, mais... Donc, moi, je travaille un peu plus. Cet aspect communication, là, je vais te challenger. Est-ce que pour toi, au Canada, ça a été la même... En France, est-ce que tu as eu exercé ces mêmes types de fonctions ou c'est d'abord au Canada? Proche. As-tu pu voir, pour ceux et celles qui travaillent ou ceux qui cherchent un travail, des différences au niveau finalement de tes clients? Tu peux reformuler un peu? La question, c'est est-ce que tu as la même approche que tu avais en France que ici au Canada avec tes clients? Non. Mais c'est dû au métier qui est un petit peu différent encore. Et qu'avant, j'avais des clients qui étaient devant moi, que je pouvais palper. Et là, aujourd'hui, ils sont quelque part. Et que c'est pas facile à atteindre des gens que tu sais pas où ils sont. Alors, du fait, la communication, elle doit s'adapter forcément. Typiquement, je vais aller toquer à une porte en France pour trouver mon client. Ici, je ne peux pas toquer à une porte. Il faut que je m'adresse à lui par d'autres moyens. Intéressant.
Alors, c'est pas évident de comparer. Alors, ici en Amérique du Nord, merci. Écoute, si jamais je vais vous donner un autre aspect, il y a une communication, comme je vous disais, quand vous ne connaissez pas la personne, mais comme directeur commercial, il y a une chose qui est très importante, c'est de pouvoir qualifier ses niveaux. Vous ne rencontrez pas quelqu'un sans savoir, premièrement, qui il est. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un sans savoir pourquoi vous le contactez et c'est quel est son intérêt et également le vôtre pour pouvoir avoir cette réunion. Si vous n'avez pas cette source d'information, oubliez ça. Vous ne pouvez pas comme solliciter une entrevue, un entretien. Sinon, les gens ici, c'est mal perçu. La question que je vous dis ça, c'est justement parce que ici, c'est très fort. Vous pouvez comme très vite, finalement, avoir accès à beaucoup de personnes, à tous les niveaux, mais il y a un certain doigté, une certaine façon de faire pour pouvoir contacter ces gens-là. Donc, c'est là où moi, je vous dirais que à partir d'aujourd'hui, il faut que toutes vos communications, lorsque vous allez rencontrer des gens, vous puissiez en amont les préparer pour savoir exactement qu'est-ce qui est important dans le message que vous allez transmettre à l'autre personne. Parce que si vous ratez votre première fois, difficile après de pouvoir réussir à revenir sur des boulettes. Parce que, écoutez, vous en avez peut-être trop dit ou pas assez, qu'importe. Donc, vas-y. Je pense à ce que tu dis, puis je pense que la différence principale que j'ai remarquée, c'est que j'ai développé une façon de communiquer plus en mode solution, en apportant quelque chose, plutôt que justement en montrant un catalogue partout. C'est plus une approche à la fois directe, mais constructive, quoi. Pour parler un petit peu d'une... David, peut-être tout à l'heure, tu pourras aussi nous en parler. Toi, tu es un expert aussi en commercialisation, en proposition d'affaires. Ce que je peux ressentir comme différence ici au Canada, c'est lorsqu'on est dans un contexte professionnel, il est vraiment important d'avoir une certaine gêne par rapport à ce qu'on va dire, dans la mesure où les gens, il y a, sans vous mentir, une approche où il y a, je vais vous dire le mot que je ne voulais pas dire, il y a une certaine hypocrisie ici en Amérique du Nord. Tout est très superficiel. Et nous, en tant que Français, on a envie d'aller plus loin, plus fort. Mais les gens ici ne sont pas forcément prêts à écouter tout de suite notre message. Donc, il y a vraiment une progression. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que pour pouvoir proposer ces services, il est important finalement de réussir à établir déjà un contact. Comme tu dis, j'aide les gens et qu'importe si je vais faire affaire avec eux ou pas, mais le fait que la personne est perçue comme, OK, pour le moment, dans mon cycle de clients, je n'ai pas besoin de tes services, mais comme tu as été sympa avec moi, tu m'as donné de l'information et j'ai senti que finalement, le courant passait bien. Le moment où je vais avoir besoin de toi, je vais faire ça à toi et là, je vais faire mes affaires. Allez-y. Est-ce que je peux proposer quelque chose pour aller ailleurs aussi? Allez. J'essaie de retrouver ma main. Donc, je suis biologiste. J'aide à me comprendre ou à se comprendre pour être bien où je suis, dans un autre contexte ailleurs que où j'ai grandi. C'est pratique, mais... Alors, ça, on a compris, vous avez... Je peux reprendre la... Ah oui, moi, tu peux. Vas-y, laisse-toi comme ça, les gens. Non, mais je pas parce que voilà. Pardon. Ok, c'est pas fini. Je vais lancer le parti. C'est pas bien, je disais quoi?
Et t'es biologiste. Ah oui, je suis biologiste. Ah, tu as la réponse, en fait. J'aide à se comprendre soi-même, à me comprendre, à me comprendre. Pour ensuite, à faire, pour être bien, pour être à l'aise dans le nouvel environnement où je suis. Ce qui m'a fait penser à cette phrase, c'est l'aspect hypocrisie. Moi, je n'aurais pas utilisé ce mot-là, parce qu'on est dans un autre contexte culturel, c'est très britannique, c'est très british. Les Britanniques, c'est des hypocrites. Québécois, c'est hypocrite, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire dans le langage d'ici. Comment, ce que je veux dire. Et pour comprendre ça prend du temps, ça prend. Se comprendre soi-même, se comprendre l'autre, c'est complexe. Les biais culturels, mais ça m'a fait réagir. Il ne faut pas perdre l'optique que là, on est là pour professionnellement parler, Oui, mais justement, d'arriver à... Et justement, le fait de savoir que si tu passes un entretien et que là, en face de toi, ça se passe super bien et que tu sors de là, tu es sûr d'avoir le poste parce que ça s'est super bien passé, ben non, en fait. Il y en a beaucoup de Français qui déchantent parce que leurs entretiens, ça va super bien. Les manques de peau, ils n'ont pas le poste. Bah oui, parce que... Bah, Non, mais ça, en France, on sait quand ça ne marche pas. Ici, c'est plus compliqué. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous recherchez des postes, certains des postes auxquels vous postulez, en réalité, ils n'existent pas. Premièrement, parce que soit ils ont déjà été créés pour une personne bien spécifique, donc ça peut très bien se passer, mais effectivement, le poste n'était pas fait pour vous. Il avait déjà été fait pour quelqu'un d'autre. Donc, je reviendrai vers toi. Il y a une chose qui est importante, c'est que pour pouvoir, justement, au niveau professionnel, plaire à des employeurs, c'est de ne pas forcément être à la recherche, mais de développer finalement une relation, de sélectionner finalement votre employeur parce que c'est vous qui le cherchez, c'est pas l'inverse. Donc, en ayant une attitude proactive, d'avoir les valeurs que finalement l'entreprise dégage, les choses qu'elle a pu faire m'intéressent, vous interpellent, rencontrez les gens, allez leur parler, dites-leur ce que vous faites, même s'il n'y a pas de poste à la clé, vous aurez plus de chances que d'aller simplement sur LinkedIn et puis d'avoir comme une entretien ou un entrevue avec un recruteur. Non, mais ce que je veux dire par rapport au biais culturel et à un autre contexte culturel, tu dis ici, je suis diplômé de telle haute école. Ça ne veut rien dire. Ah oui, mais en France, ça veut dire quelque chose. Ici, ça ne veut rien dire. Donc, ce n'est pas parce que tu es diplômé de telle haute école que tu fais une entrevue, ça ne veut rien dire. Et il y en a probablement plusieurs qui ont vécu ces réalités. C'est pour ça que c'est très important ce que vous nous dites là. C'est comment, je pense, c'est pour ça que je disais, bien se connaître, être à l'écoute de l'environnement dans lequel on est, et puis accepter, c'est pas facile, tant aussi des décisions, et puis des entrevues qui ne marchent pas. Ils disent que ça prend des fois 10 entrevues pour avoir le poste à un moment donné. 14. Tu vois, c'est ça qui est difficile, je pense. Le cheminement personnel. Ça veut dire bien se connaître, en avis, ici, c'est une valeur importante. Ouais. Ça, La personne en face va vouloir savoir que dès le début, si tu te connais bien, au moins, qui ne parle justement pas à un niveau, parce que ça peut être retourné, hein, le miroir. Et tu parles à quelqu'un qui se connaît, qui va dire les choses telles qu'elles sont. Ils adorent ça ici. Même si jamais on va aller un petit peu plus vers le pas sentimental, mais l'aspect sensible, émotionnel, en France, ça ne va pas. Ici, des fois, ils aiment bien voir apparaître ça. C'est l'inverse que j'ai entendu, ce que vous disiez. Alors, c'est à double tranchant. C'est pour ça que je vous disais, si vous avez fait de l'entrepreneuriat, il y a une chose qu'on va souvent vous dire, Sénèque avait expliqué dans les dernières années, il faut parler du why, avec un grand W. Parce que finalement, c'est votre engagement. Pourquoi vous le faites? Votre moi profond. Et là, vous racontez votre petite histoire. Mais dans un certain sens,
j'ai tellement vu, malheureusement, des gens qui n'avaient pas une bonne structuration de leur premier message, que le why a pris tellement de place qu'il n'y a plus de place pour pouvoir dire les choses importantes pour que la personne puisse retenir. La personne est partie dans son énergie, puis là, c'est parti 5 minutes, comme ce que je vous avais dit avec la dame, et à la fin, elle a été très gentille, mais la personne qui était à côté de moi, avec qui j'ai discuté, a littéralement pris ses affaires, elle est partie. Et moi, j'étais juste comme coincé à pas me dire, bah, écoutez, c'était gênant. C'est ça qui est important, c'est que quand vous donnez un message aux gens et qui est d'abord basé sur de l'émotionnel, ils vont pouvoir vous juger en disant, ah, le gars, il est sympa, mais voilà, ça n'ira pas forcément plus loin. Si au contraire, vous avez une stratégie à pouvoir être clair dans votre message et qu'à la fin, vous donnez finalement quelque chose d'émotionnel, moi, au contraire, ça donne, le mec, il est passionné. Mais il arrive à passer son message, non pas en allant dans tous les sens, mais à se mettre à votre place et pouvoir écrire une histoire que vous êtes capable de comprendre pour pouvoir, comme, après parler de ce que vous avez envie de parler, mais c'est clair, vous avez mis la table et maintenant vous écrivez ce qui vous passionne. Et là, c'est complètement différent du message. Parce que ce qui frappe aussi mon intervention, puis votre propos, c'est que là, vous avez choisi des couleurs. Le rouge, le noir, le bleu, le vert. Il y a un conseil que je donne, parce que vous l'avez peut-être fait tous, c'est les fameux tests. Parce que quand il y a une entrevue, c'est des questions orientées pour savoir qui on est. Si on est quelqu'un plus d'émotif, de créatif, de structuré et de, on va dire, comptable. Et c'est des codes couleurs. Hein. Il y a le jaune qui est le créatif, un peu qui parle. Il y a le bleu qui est le carré, le vert qui... Et donc, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est important de bien se connaître et quand on veut répondre aux questions, d'être en fait en phase avec soi-même, pas se mentir, pas mentir à l'autre, parce qu'ils vont savoir sortir dans les réponses et le choix des entreprises. Et puis, en fait, ça se fait sur Internet. Ce genre de test, c'est intéressant, parce que ça peut même être un truc. On peut dégonfler la ballonne dans l'entrevue. Écoutez, je ne cacherai pas, je suis de telle tendance. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui ont fait cet exercice-là ou qui le font dans le cadre de leur activité. Ouais, c'est juste parce que c'est le Myers-Squibb qui est au gars de couleur là. C'est juste que j'ai déjà lu des comptes rendus là-dessus parce que c'était très à la mode à un moment dans les grandes compagnies là où c'est passé tout le monde pour que chacun puisse améliorer sa communication, etc. Sauf que les chercheurs en psychométrie te disent aussi que c'est de la bullshit. Donc, ça laisse un peu perplexe entre les deux, là. Mais quand la bullshit est partagée, on finit par se retrouver. Ça dépend si ça donne confiance en ça. Voilà, exactement. Et si les deux ont suivi la même chose, finalement, ils finissent par se retrouver en face. Mais vous faites l'exercice. Oui, j'ai fait. Je l'ai fait. Oui, Je le fais. Hein. oui, c'est un classique. Mais on peut peut-être prendre la préférence, Et excusez-moi. puis, Non, mais c'est intéressant. c'est ça. Mais c'est juste parce que c'est vrai que les tests psychométriques pour les ingénieurs, c'est toujours très tentant là, surtout quand ils sont pas très à l'aise pour les recrutements. Ça a l'air assez bien. Alors, je ne suis pas le spécialiste de la RH. Ouais. Je ne l'ai pas comme... j'ai déjà fait des mauvais recrutements qui m'ont coûté très cher. Et qui finalement, voilà, j'ai comme été comme bluffé par certains aspects et finalement, j'ai négligé l'essentiel. Et aujourd'hui, quand je regarde les collaborateurs, je sais finalement où est-ce que j'ai envie de chercher. Mais c'est plus forcément dans le beau CV avec, j'avais en tête un collaborateur qui avait fait le MIT. Alors, j'avais presque honte quelque part d'interroger le truc. Le gars, et finalement, je m'étais aperçu que c'était vraiment pour... bon, je l'ai embauché, puis pas qu'il n'était pas bon, mais il travaillait pas. Et j'avais quelqu'un qui finalement, une collaboratrice qui avait une énergie, mais elle ne payait pas de mine. Mais alors, quelle énergie à chaque fois qu'on avait, j'avais l'impression finalement de pouvoir accomplir des choses extraordinaires.
et ben, effectivement, ça a été une des meilleures collaboratrices. Elle était capable finalement de transporter l'équipe avec cette passion. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus finalement regardant sur les soft skills. Mais ça, c'est encore autre chose. L'entretien, C'est juste parce que, en fait, à l'origine, je dois rebondir sur autre chose, sur les différences culturelles entre Europe et ici. Il y en a une qui est très importante. Je vais plus me mettre dans le cadre business que employeur-employé. Ici, tout le monde a sa business, si j'ose dire. Et tu crées ton entreprise, tu peux facturer 30 000 comme ça. Tout le monde est travailleur autonome, même s'il a déjà une job potentiellement. Et en même temps, tu vas être très bien reçu. Mais les gens, c'est pas parce que tu arrives même en présentant professionnel que tu as la crédibilité que tu as quand tu te présentes professionnel en Europe. Ou si tu arrives déjà dans une compagnie, c'est que tu as passé un filtre déjà énorme. Ici, n'importe qui est capable de t'envoyer une facture du jour au lendemain ou à peu près. N'importe qui peut s'enregistrer quasiment vite. Et puis, il faut d'abord, je dirais, gagner la confiance. Alors qu'en France, si tu arrives déjà avec une étiquette de société, tu as déjà une partie de la crédibilité qui vient avec le fait que tu as une carte d'affaires. c'est pas les mêmes codes. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. C'est pas les mêmes codes qu'on peut avoir ici et au Canada, mais j'ai envie de vous partager un truc. Moi, on va aller de plus en plus d'être des auto-entrepreneurs. Tous. Pour moi, je vais vous partager un petit peu ma vision. L'intelligence artificielle, actuellement, elle est dans un bac à sable. Même si vous pensez qu'elle est comme impactante dans votre job, elle n'est rien par rapport au moment. Aujourd'hui, c'est vous qui faisiez des prompts. Elle va vous répondre à vous, mais elle n'est pas capable de faire elle-même quelque chose qui, comme selon son vouloir, le moment où ça va être intégré dans le robot, à ce moment-là, l'interface est complètement différente. Amazon a comme fait un licenciement dans les derniers mois de 15 000 ou 16 000 personnes. Cette année, en 2026, ça va être 500 000 personnes. Mais vous croyez quoi? Les gens qui arrivent, qui sont manutentionnés, ils ne vont pas vous trouver une job facilement. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que l'intelligence artificielle, et moi je peux être un témoin, peut faire des choses que il m'aurait fallu une équipe pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis capable de faire la même chose en low-code ou du no-code en quelques heures. Et ça fait une différence. Ça veut dire que n'importe qui dans cette pièce peut faire n'importe quoi. Et la grande difficulté de demain, c'est comment vous allez vous faire connaître. Parce que, encore une fois, les personnes qui vont être finalement mises sur le carreau, elles vont avoir besoin de manger. Est-ce qu'elles vont faire tout du Uber? Si Uber aussi va mettre des taxis qui seront autonomes, ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué. Et l'IA nous permet aujourd'hui d'avoir des idées, de les tester et d'être le plus rapide finalement pour essayer les trucs. Si vous avez des employés, et ces employés-là, à Montréal, encore une fois, j'ai plein de copains qui pensent qu'à une chose, créer leur boîte avec que de l'intelligence artificielle. Ils veulent plus d'employés. Tu as des frais, tu as des coûts, c'est chiant, ça tombe malade, que des problèmes. Tandis que si tu avais de l'IA, tu as des incomes, tout est sous contrôle. Pour l'instant, c'est gratuit, super, mais ils vont accepter de payer lorsque ça va devenir payant. Pour le moment, c'est la façon dont ils voient leur business model. Là, on va arriver quelque part avec les ingénieurs qui sont en informatique. Un gars qui sait faire de l'IA et qui a de l'expérience, aujourd'hui, c'est par rapport à son confrère qui sait simplement faire son travail, a 3 fois plus de chances de rester à son poste. Moi, si vous me demandez une rentabilité, puis que j'ai un gars qui fait 3 fois plus de jobs que les deux autres, je leur dis ciao. Sauf que ceux qui savent faire une job, et qui après vont dire, moi j'ai perdu ma job, je ne veux plus être dépendant
de mes patrons vont commencer dans leur organisation à pouvoir résoudre des problèmes qu'ils ont observés avec de l'intelligence artificielle. Faire 1, 2, 3, 4 jobs simultanément. C'est pour ça que demain, la meilleure chose que vous pouvez savoir faire, c'est de vous présenter. Parce que quand tout le monde sera en compétition pour faire tout et n'importe quoi avec l'intelligence artificielle, votre seule arme par rapport au bruit qui va être environnant, c'est de pouvoir faire cette différence d'humain à humain, de savoir vous présenter pour que la personne, finalement, se rappelle de vous le moment où elle a besoin. Parce que ça va augmenter cette confiance. Ça, c'était mon petit côté dramatique. On les écrit. Non, arrête de une très belle soirée. Dans le travail. Revenons à nos petits moutons, une ceinture. Qui c'est qui veut se lancer pour je suis X, j'ai Y à faire Z, pour savoir si les gens comprennent notre message. À part les 4 devant qui... Je rigole. Qui est retraité, là. Les plus jeunes. Ouais. Vas-y. Bonjour à tous. Ah oui, pardon. C'est mieux, c'est mieux. Bonjour, je suis Donovan Pinault, je suis chercheur en biologie. J'aide la recherche à faire des progrès en cancérologie notamment pour soigner les patients. C'est intéressant. Et qui c'est qui a compris son message? Bon. T'as passé le test. Tu le fais souvent parce que... Pas parce que quand on va en conférence, comme tu l'as dit, on s'adresse à des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que nous-mêmes, les 3/4 du temps. Mais il faut qu'au bout de, je sais pas, 2 minutes, ils sachent à peu près de quel domaine je viens et ce que je vais raconter. Même s'ils n'ont pas bien toute l'histoire, et qu'à la fin, ils se souviennent de au moins de messages. Donc, il faut que moi, je prémâche le travail comme toi, tu es en train de le faire, pour que nous, on ait l'information sans trop perdre d'énergie. Et en gardant le maximum de ce que toi, tu as donné. Bravo. Question sur le justice. À quelle université, quel centre? Moi, je suis à l'université de Montréal, à l'IRI. Et alors, si j'ai une... Alors, j'aime utiliser finalement certaines particules. Si par exemple, tu es ingénieur, si tu es docteur, si tu as des titres, c'est bien de réussir à le caser dès le début. Je l'ai pas fait parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais docteur. La première fois qu'on a parlé, il me semble que tu étais docteur en informatique. Ouais, j'ai fait chirurgie dentaire. C'est ça. Alors, moi, je suis chercheur PhD, donc je n'ai pas dit docteur. Ouais. Tu pourrais dire, oui, tu peux le faire. Je suis docteur en mathématiques ou quoi que ce soit. La seule chose que vous voulez, c'est que dans ces 30 secondes-là, la personne voit une certaine... vous avez comme... Qui sache le niveau. Ouais, qui sache le niveau, que quelque part, vous n'avez pas comme beaucoup de temps pour pouvoir vous expliquer, mais ne pas avoir honte de dire, bon, ben voilà, voici, je suis ingénieur ou je suis directeur ou quoi que ce soit. Je suis absolument pas d'accord. Ah, donc, Et puis faites très attention à ça. Non plus. Moi non plus, parce qu'en fait, j'ai pas du tout la même expérience que toi là-dessus. Non, c'est ça. Dans mes recherches d'emploi, dans la manière de me présenter, Oui. je dis jamais en fait quel titre j'ai, quel diplôme. Je vais plutôt dire en fait la fonction que j'occupe à la limite, tout simplement. Et le diplôme, en fait, au vu de mon expérience, il s'en calme complètement. Je vais vous dire pourquoi aussi, moi je suis pas d'accord. J'ai un doctorat. Je travaille dans la fonction publique, puis je suis dans un poste. Mon gestionnaire a un baccalauréat. Il sait pas comment il gère le personnel hautement qualifié. C'est toujours, donc à la limite, je vais être apaisé soi-même, parce qu'on n'est pas tous dans une université par la suite, quand tu es dans ce genre de réalité. Donc il faut être à l'aise. C'est pour ça que quand je dis pas confortable, oui, c'est vraiment, ça fait du bien, ça fait sur soi-même, mais c'est pas toujours, on va dire, si gratifiant que ça peut être contre-productif. Surtout ici. Hein. Alors en Suisse, j'aurais dit Suisse, moi, un docteur, parce que, ah oui, un docteur en Allemagne, c'est important. Mais au Québec, il faut faire attention avec ces réalités. Vous savez, bien que c'est pour ça que je dis des fois dans les messages. L'autre chose aussi, c'est que docteur, c'est très ici connoté
santé. Donc toi, où tu te présentes ensuite dans le domaine de la santé, ça passe bien. Ça passe bien. Il faut que Il y a ça soit beaucoup- cohérent. Voilà, c'est Le ça. mot, c'est la cohérence. Si vous sentez que c'est pas cohérent dans l'environnement, ne le faites pas. Mais si vous pensez que ça apporte une cohérence par rapport à ce que vous allez dire, pourquoi vous en empêchez? Ah ben oui. Sur, moi, Non, mais c'est pour soi-même, en fait, parce que quand on est dans une dynamique de recherche d'emploi, puis après de réalité professionnelle dans le milieu dans lequel on est ici au Québec, il faut être conscient de ça, parce que c'est un problème aussi d'intégration dans notre... Et puis parce qu'après, on arrive, tout est bien beau, tout ça, puis il y a les différentes phases, là. On est blues, puis on est nostalgique. Puis C'est pas en proposition d'affaires, là, il parle en employé. En général, dans l'intégration. Ça, c'est la réalité. S'intégrer. Mais alors, justement, à Francogénie, on explique toutes ces différences culturelles. Et on explique aussi très rapidement qu'en Amérique du Nord, on va te recruter pour tes compétences et pas pour tes titres. Ça, c'est très important de comprendre tout de suite. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, je parle de Français parce qu'on en a rencontré, qui ont vite une grosse désillusion quand ils arrivent et qui se présentent comme docteurs, alors que tu recherches un job d'ingénieur. C'est sûr que si tu dis que tu es docteur, ben là, on va dire que tu es surqualifié. On peut pas, tu vas t'ennuyer rapidement, etc. Donc, direct, il est disqualifié. Ça, c'est vrai. Mais il y a deux choses. Il faut arriver à comprendre que ici, on embauche sur les compétences, nos soft skills. Clairement, c'est super important de savoir si tu vas être un électron libre, mais positif, ou au contraire, tu vas tout déglinguer parce que tu es trop dispersé, etc. Donc, nous, à Francogénie, c'est sûr qu'on communique beaucoup là-dessus. Mais maintenant, avec Antoine, l'idée, c'est d'arriver à avoir cette facilité-là d'organiser nos idées C'est dans le jeu super au moment. pour que ça impacte en fait tout de suite. Et c'est le on pitch. est dans un moment où c'est le pitch. La différence que je vois comme, quand Jean-Jacques avait une question, puis je viendrai vers lui, que je vois fondamentalement dans mon approche à moi aujourd'hui pour pouvoir postuler sur un job ou quoi que ce soit, je vais être proactif comme je vous disais. Je vais pas utiliser finalement les voies conventionnelles. Je vais d'abord me renseigner sur les personnes que je connais dans l'organisation pour avoir finalement une écoute de ce qu'elles recherchent. Puis parfois, je vais essayer de provoquer les choses pour notamment essayer de rencontrer les gens en amont, même si encore une fois, poste ou pas poste. Parce que le plus important, c'est pas vraiment d'avoir la job, c'est d'être bien. Et ça, cette énergie-là, les entrepreneurs et les entreprises ressentent que les gens sont au bon endroit. Donc, si encore une fois, dans votre message de communication, vous avez une personne que vous ciblez, que vous avez préparé votre message, qui elle est, pourquoi je la contacte, quel est son intérêt, allez-y, contactez-la. Et à ce moment-là, vous faites votre stratégie où vous pouvez comme avoir votre poste de vos rêves. Mais c'est un petit peu cet opportunisme que le Québec est beaucoup plus permissif qu'en France. Et juste si je peux rebondir 2 secondes, Jean-Jacques, c'est là aussi la différence entre la France, l'Europe, on va dire, et l'Amérique du Nord. C'est qu'ici, on va créer ces opportunités en rencontrant, en allant chercher les gens. Mais ça, c'est perçu négativement en France. On appelle ça du piston. Mais tu es rentré parce que tu connais un tel, alors qu'ici, non, tu vas chercher les informations, tu vas chercher les contacts avec les gens pour qu'ensuite, parce qu'au final, ça marche beaucoup par recommandation, référencement, etc. C'est ça aussi beaucoup la différence, je trouve. En tout cas, moi, à l'époque, quand je suis partie de France. Peut-être que ça a évolué en 10 ans. Mais... C'est pas les mêmes, encore une fois, les mêmes canaux qu'en France. Les gens ici, pour pouvoir avoir un entretien puis que ça soit concluant, il faut vraiment que les personnes vous connaissent. Elles ne font pas d'efforts si elles ne vous connaissent pas. Donc, c'est pour ça que lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois,
n'allez pas lui parler ou l'embêter avec vos problèmes, que vous cherchez de la job, c'est rédhibitoire. Allez-y finalement pour créer un lien d'humain à humain, parlez-lui, écoutez ce qu'il a à vous dire, c'est beaucoup plus intéressant que simplement aller pitcher pour essayer de placer finalement son offre ou de placer sa candidature. Parce que moi, ce qui est souvent sur LinkedIn, on va parler d'un objet qui est commun. Dès que quelqu'un nous passe un pitch pour pouvoir nous placer un service, je lui dis, écoute, regarde, on est une ONG, je serais ravi, mais on ne paye pas. Il me fait ghoster en 30 secondes. Les mecs, ils me rappellent même plus, ils me disent même pas merci, au revoir. Alors que, tu sais, je pensais que ça se passait bien, quoi. Tu m'as mis une pommade. Il y avait de l'affinité, quoi. Non, tant pis. C'est pour ça que, quelque part, très mauvaise stratégie de vouloir comme absolument essayer de, à la fin, convertir. On n'en est pas là. On en est juste à la phase. On a des intérêts communs. Discutons. Sachons comment je peux vous aider d'une façon extrêmement... Le bénévolat au Québec, c'est génial pour commencer. Les gens pensent qu'on peut arriver tout de suite à avoir un poste. On ne donnera rien, on ne vous connaît pas. On te donnera la job que si physiquement tu connais le CEO qui t'a téléphoné, qui t'a dit « Hey, c'est quoi? Regarde, j'ai un poste, j'aimerais que tu viennes. » Ok. Moi, c'est comment ça m'est arrivé. Je connaissais la CEO, elle m'a dit « Écoute, regarde, j'ai la directrice générale, je suis malade, tu voudrais le faire à ma place. » Puis il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a rien eu. Puis ça s'est passé comme ça. Parce qu'elle me connaissait physiquement. Et parce que ici, ça se passe comme ça. Si les gens ne vous connaissent pas, ils vous voudront pas. Grâce à ton bénévolat. Oui, grâce à mon bénévolat. Parce que les gens, à un moment donné, ils ont besoin de savoir c'est quoi votre personnalité, pas simplement un CV. Et c'est là où, en fait, et ta réaction, c'est exactement ça, c'est qu'ici, les gens c'est un peu ce que tu appelles l'hypocrisie peut-être, mais sont très souriants, très sympathiques, etc., mais sont aussi très méfiants, parce que justement, tant que le lien de confiance n'est pas bâti, on est aussi dans une société où les gens ils démissionnent du jour au lendemain et puis ils cassent la merde sur le bureau. Et c'est plus une société de mercenaires, alors qu'en France, si tu perds ta job, c'est une catastrophe. Ici, il y en a qui démissionnent et qui te laissent dans la mouise, quoi. C'est pas la même mentalité, c'est on se disait qu'on était ici dans un pays anglo-saxon qui parle français, mais ils sont beaucoup plus proches d'une mentalité nord-américaine que ce que nous pouvons avoir, et juste le savoir. Mais c'est vrai qu'en 25 ans, donc je suis arrivé en 99 ici, 25 ans plus tard, je ne sais pas ce qu'est l'amitié encore avec les Québécois. Moi, j'ai le plus britannique, attention. C'est pas en Amérique du Nord, pas aux États-Unis. Non, mais c'est intéressant. Une culture en anglais, c'est complètement viré. Non, mais faut est-ce que, moi, j'aurais besoin de savoir, parce qu'il y a des personnes qui sont venues à la conférence peut-être avec des attentes pour apprendre à. On est d'accord. Il y a beaucoup de monde. Donc, si jamais il y a des questions plus techniques ou que vous voulez apprendre quelque chose en plus, là, juste, c'est très intéressant, hein, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez poser des questions à Antoine sur vos capacités à... N'hésitez pas. On va prévoir comme il est à 19h30 bientôt. On va faire encore 2-3 personnes qui veulent s'entraîner sur cet exercice-là. Ensuite, je vais vous apprendre des choses très concrètes pour que, une fois qu'on va avoir parlé, je vais vous montrer, moi j'utilise Zoom, c'est intéressant qu'on l'a mis tout de suite, et je vais vous dire pourquoi après, et on pourra faire des choses très intéressantes avec l'intelligence. Allez-y, 2-3 autres personnes qui veulent se jeter à l'eau, se jeter dans la piscine. Non, c'est bon. Je suis vraiment nulle. C'est la raison que j'essaie pour apprendre comment pratiquer. Parce que je suis mexicaine, je parle beaucoup. C'est à la fin, tu me dis quoi? Les Français. On pourra s'entraîner Oui, après. c'est la raison que j'apprends. Parce qu'au Mexique, entre tout parler plus, c'est meilleur. Ici, pour moi, c'est ouf.
C'est compliqué. C'est je prends des intéressant. La pause ici est importante. Lorsque vous voulez laisser le cerveau réussir à comprendre votre objectif, vos discussions, de mettre des pauses, ça laisse votre auditeur la possibilité d'assimiler votre discours. Jean-Jacques, excuse-moi. Je voulais intervenir dans une ligne du style concernant le fait de présenter son titre de docteur ou pas. Moi, je ne suis pas en faveur parce que ça va bloquer au niveau de certaines entreprises où le recruteur va se dire ah, j'ai quelqu'un, il va me demander une super paye, et puis est-ce qu'il va bien s'intégrer? Finalement, la question dans une entrevue, c'est comment est-ce que cet individu-là va bien s'intégrer dans mon équipe et quelle contribution il va apporter. Alors, ses études doctorales, c'est très riche, ça a beaucoup de valeur. Mais il faut que l'individu qui a un titre de docteur soit capable de traduire tout l'apprentissage qu'il a fait pour atteindre son titre de docteur, de traduire en des bénéfices pour l'organisation. Alors, il y a un jeu subtil à faire. Je déconseille de mettre le titre de docteur en avant au départ. Par contre, je vais les encourager, les mentorés qui ont un doctorat, à essayer d'exprimer ce qu'ils ont appris, l'expérience qu'ils ont acquise, ce que ça va contribuer à l'entreprise. Alors, si je peux me permettre, n'importe quel recruteur regarde le profil LinkedIn, donc pour moi, ça ne sert à rien de vouloir cacher un titre. On l'a, tout à fait. Je ne dis pas de le cacher, les petits, exactement. Oui, bon, après, il faut effectivement le traduire par rapport à quelles compétences sont transférables vers le poste. Mais Je te dirais, dans ton cas à toi, qui est un cas particulier, où tu es dans la santé, toi, il faut que tu le mettes. La plupart des autres, en doctorat en génie ou en sciences, c'est vrai que c'est plus facile quand même avec un doctorat de trouver de la job ici qu'en France, parce que souvent en France, c'est pire que tout, dès qu'on sort de l'académique. Donc, il y a quand même beaucoup qui se retrouvent ici après un doctorat en France et qui s'en sortent plutôt un peu mieux que s'ils étaient restés en France. Mais le secteur santé est un cas particulier où, en plus, tu es même obligé de le présenter. Après, comme je vous disais, il y a deux cas de figure dans lesquels on a travaillé aujourd'hui. On a travaillé dans le cas de figure où vous ne connaissez pas la personne. Et dans ce cas-là, moi, je n'hésite pas. Je ne suis pas là pour être recruté ou embauché, je suis juste là pour avoir une opportunité de briller dans le plus court instant possible. J'ai un titre, je l'utilise parce que je ne veux pas plaire à la personne. Je veux simplement lui dire, bah, écoute, regarde, si on a une communication à pouvoir avoir ultérieurement, tu as en 30 secondes mon condensé pour que tu puisses comprendre et on puisse en discuter ensuite. Je suis dentiste vendredi. Il faut une grosse opération. Donc je peux te poser des questions. Ça m'angoisse. Voilà. Avec plaisir. À la fin. Et donc, je vois quoi. C'est quoi le... Bon, on avait dit encore une ou deux personnes qui se présenteraient. On a une maman vert. Bonjour, je suis Edith Humain, je suis ravie d'être ici. Je suis également ingénieure en agroalimentaire et donc j'aide les industriels de l'agroalimentaire à améliorer leurs procédés, leurs méthodes pour augmenter leur rentabilité. Les mots sont simples, bravo. En condition, quel type d'ingénieur? Sinon, c'est pas sympa. Ingénieur de France. Il y a bien francophonie. En France, c'est un titre académique, c'est pas un titre professionnel. Parce que, bon, ça, il y a quand même une discussion de ça, il y a des gens qui doivent
Et là, toi, tu dis, je suis ravi. Et ça, c'est bien, c'est de présenter dans quel état tu es. Est-ce que tu es bien dans une position agréable? Ça, on a vu que tu étais content, que tu présentais, que tu aimais bien te présenter à lui. Ça, c'est Présente avec le sourire. c'est super. Deux autres candidats, et puis après, on va aller sur l'autre prochaine activité. Vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Cernou, je suis docteur en sciences des matériaux et chargé de recherche à l'ETS de Montréal et j'aide les industriels à faire parler leurs matériaux pour améliorer leur propriété mécanique. Est-ce que ça vous parle tous? Une petite dernière. Je suis plus c'est terminé. Allez, on embarque. Bonjour, je suis Bilalido. Je suis potentiellement futur ingénieur au sens québécois du terme. J'aimerais aider les entreprises et même la société à être plus neutre en termes d'environnement. Et du coup, j'aimerais faire un travail dans un domaine qui est relié et faire en sorte qu'on vive dans un monde meilleur. Ça met la barre haute. Ça sentit le... Mais ingénieur ou étudiant en donc l'école d'ingénieur. L'INSA Toulouse en France et Polytechnique Montréal. Là, tu suscites des questions, c'est l'objectif. Oui, l'objectif, c'est exactement ça. C'est une fois que tu as comme exposé, les gens viennent et puis c'est d'après l'école. Et ça veut dire que le message est passé. Quelque part, on est capable finalement d'aller dans la deuxième étape, celui de la connexion. Et on sait que tu es fou de la Gaspésie. Comment ça se fait? C'est parce que j'ai... Ah, ok, c'est parce que tu vois, c'est la famille. Ah non, non. Bon, bon. Vas-y, bien sûr. Ah bon? Allez. Bonjour à tous, je suis Diana et j'ai une maîtrise en sciences de l'atmosphère et j'ai transformé les données météorologiques et climatologiques pour aider à faire des stratégies pour les nouveaux scénarios climatiques qu'on va voir. Tu travailles avec Ramos? Oui. Non. Encore. Ok. Bravo. On a quand même, on va dire, tous un biais d'ingénieur. Parce que parfois, il arrive, j'ai déjà fait cet exercice dans une classe. Oui, je fais la gueule. Je dirais que finalement, il y a 20 personnes qui a été enregistrées. Personne ne connaît. Et du coup, donc, quel ingénieur? J'avais un exercice finalement où quelqu'un qui était de l'assurance, deux ingénieurs entre eux commençaient à parler, moi je fais telle chose, puis tout de suite ça a cliqué parce que ils avaient un dénominateur commun, c'est leurs études, et ils avaient un jargon qui est comme facile pour eux. Donc, ce qui leur permettait finalement en un mot de se dire, bah toi, je suis sûr que tu es ingénieur, tu m'aurais dit ce mot-là, personne ne peut le dire si tu n'étais pas ingénieur. Donc, ils ont commencé à se sentir très à l'aise. L'autre personne qui était dans l'assurance ne comprenait rien. Puis, à la fin, quand on les a demandé bah, qu'est-ce que vous avez compris, les deux qui étaient ingénieurs, c'était capable de faire toute leur pédigrée en 30 secondes. Puis la personne, finalement, dans les assurances, dit écoutez, moi, je ne sais pas bon. Je ne sais absolument pas
ce que vous m'avez comme raconté, c'est pour moi pas compréhensible. C'est intéressant. Parce qu'il y a ce biais-là. C'est un jeu de langage. Ce que j'aimerais vous amener aujourd'hui, l'exercice qu'on a fait, reprenez-le pour que finalement, vous utilisiez des mots que même un enfant de 5 ans, alors j'exagère, un enfant de 12 ans sera capable finalement de comprendre. Si vous amenez une notion, par exemple, qui est compliquée à comprendre, expliquez-la. Parce que ça va vous permettre, pour des gens qui ne sont pas du domaine, de pouvoir vous dire, OK, cette personne, elle travaille là, elle fait ça, et puis maintenant, voici de quoi on parle. Vulgariser. Un petit peu. Je me suis retrouvé dans cette situation à essayer d'expliquer ce que je fais, c'est pas une chose évidente. Puis souvent, j'étais obligé de simplifier, puis d'aller vers des mots un peu balises. Mais c'est dommage parce que ça occulte beaucoup du travail qui est derrière, qui est différent. Puis, c'est une réalité, c'est comme ça, mais je veux dire, le but, au final, comme tu dis, c'est de susciter l'intérêt, puis de pouvoir engager une discussion. À la limite, notre objectif, il ne faut pas le perdre de vue. Erreur numéro 1, on se parle à soi-même. Mettez-vous à la place de la personne qui finalement est en face de vous et peut-être elle n'a pas toutes. Vous ne pouvez pas être aussi brillant que vous le souhaitez. Maintenant, vous avez une opportunité, c'est de lui parler et que en 30 secondes, elle sache que ce que vous faites, qui vous êtes, où vous en allez. Et puis, s'il y a quelque chose à faire plus tard, elle reviendra vers vous et vous ne l'avez pas enquiquiné avec des mots qu'elle ne comprend pas. Ça, c'était vraiment le message d'aujourd'hui. Donc, le petit exercice pour vous. On reprend la même chose avec les mots le plus simple possible pour que n'importe qui puisse vous comprendre. Deuxième chose qu'on avait vue ensemble, c'est que le moment où vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais dont vous êtes capable, parce que vous avez une préparation nécessaire, de savoir sur qui il est, sur sa personne, sur ses intérêts, est-ce que vous êtes allé sur LinkedIn, est-ce que vous avez beaucoup évité, c'est super important parce que ça montre que vous êtes préparé. Si vous êtes préparé, à ce moment-là, votre message, il sera clair et vous n'aurez pas fait perdre du temps à votre interlocuteur et pas à vous non plus. Ça, c'était le deuxième point. Troisième chose que j'aimerais vous montrer. Aujourd'hui, comme je vous parlais, l'intelligence artificielle permet justement de faire des choses qui vous semblent, comme il y a quelques années, très dispendieux, d'avoir besoin d'une équipe, pas les compétences. On a utilisé Zoom. Zoom, sur des fonctionnalités, alors, on pourrait comme arrêter, quitter,